bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année. Évidemment, je commence par vous souhaiter une excellente année 2026. On va pas faire très original, je vous souhaite du bonheur et une santé qui tienne à peu près la route. Voilà, on va pas trop en demander pour 2026. C'est bien de pas trop les solliciter ces nouvelles années. J'espère que vous avez bien commencé. J'espère que vous êtes motivés pour cette nouvelle année ensemble. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dedans parce que vraiment là, ces vacances ont été d'un chill absolu. Franchement, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas passé des vacances aussi reposantes. Ah, c'était trop bien. Donc j'espère que ça a été la même chose de votre côté, que si vous avez fêté Noël ou Nouvel An, que ça s'est bien passé, tout ça. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous savez lire. Vous avez vu que, évidemment, on se retrouve avec ma vidéo Année de merde. Alors si vous n'êtes pas coutumière et coutumier de la vidéo Année de merde, c'est tout simplement une vidéo dans laquelle je vais vous raconter toutes les merdes qui me sont arrivées en 2025. Je le précise chaque année, on n'est pas sur des trucs dramatique, c'est-à-dire que, alors ça veut pas dire qu'il se passe pas des choses un peu entre guillemets graves dans ma vie, absolument jamais. Ça veut juste dire que je viens pas forcément les raconter sur internet. Là, l'idée, c'est vraiment pour moi, il y a un côté un peu thérapeutique, vous savez. C'est vraiment sortir là toutes ces histoires, tous ces trucs pourris qui me sont arrivés pendant les quasiment 365 derniers jours, et puis voilà, leur dire allez vivre votre vie. L'idée, c'est vraiment de rigoler, parce que une fois de plus, il y a rien de très très grave. Et sans plus tarder, allons-y. Je commence avec le mois de janvier. J'ai un peu commencé l'année quand même sur les chapeaux de roue. Au mois de janvier, je pense que c'est tout début janvier, je prête ma voiture à mon frère, donc il la garde, je sais pas, je pense une semaine, peut-être une dizaine de jours. Et au bout donc de quelques jours, il n'en a plus besoin, donc il me la ramène, je récupère ma voiture. Et ce soir-là, il y a un concert en fait dans le bar dans lequel on a l'habitude d'aller, donc je vais à ce concert, et ensuite je dois aller récupérer ma fille qui est un anniversaire, enfin je sais plus exactement les détails quoi, mais voilà, c'est moi qui dois aller la récupérer, donc vers, je pense, 11h, 11h30, je prends ma voiture, que je suis, qui plus est, très contente de retrouver, parce que ça fait, une fois de plus, une dizaine de jours, en fait, que j'avais plus de voiture. Je démarre la voiture, je suis garée, genre, en centre-ville, tu vois, donc je fais une petite marche arrière pour pouvoir sortir de ma place. Je sors de ma place, et là, directement, vraiment, je fais quelques mètres, et j'entends un bruit trop chelou, qui semble venir d'une de mes roues. Ça fait une espèce de tac, 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 une espèce de bruit comme ça, qui est régulier, et en plus, si je me souviens bien, j'ai vous savez, le voyant, perte de pression des pneus qui s'allume. Donc je fais quelques mètres, je m'arrête, je sors de ma voiture, je commence un peu à regarder mes pneus. Alors ça sert je le réalise là maintenant, ça sert absolument à rien ce que je fais, parce que je sors, je regarde comme ça avec mes yeux, je crois que je touche un peu, j'essaie d'appuyer sur mes 4 pneus avec mon pied. Bon, je vois rien, je me dis écoute, un moment, voilà, parfois ça arrive, t'as perdu un petit peu de pression, il suffit de... Voilà, demain matin, je regonflerai mes pneus et ça ira, et puis ce bruit, enfin bref, on verra bien, et de toute façon, il faut que j'aille chercher ma fille, donc je remonte dans ma voiture, je repars, et là, ça continue, tac, 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 je me dis, putain, merde, je fais genre, je sais pas, 100 mètres, 200 mètres, je m'arrête à nouveau, ça ne sert absolument à rien, une fois de plus, mais moi, je suis pas très aventureuse, en fait, dans la vie, je suis pas du genre à me dire, ouais, vas-y, chie dedans, on s'en fout, donc quand même, je m'arrête à nouveau, je regarde à nouveau pour voir s'il y a pas un des pneus qui est un peu en train de... qui a l'air un peu plus mou, je sais pas comment dire, et je ne vois rien, et une fois de plus, il faut que j'aille chercher ma fille, donc je remonte dans ma voiture, je fonce, non, je roule en respectant les limitations de vitesse, mais je vais chercher ma fille, toujours avec cette espèce de bruit là, trop chelou, donc j'arrive là où je dois récupérer ma fille, elle monte dans la voiture, on repart, et là ça continue, je me souviens très nettement qu'aussi il se met à neiger, je n'ai pas de pneus neige, il me semble, à cette époque, donc on est sur la voie rapide avec ma fille, je vous laisse imaginer la scène, la voiture qui fait tac 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 tac, le voyant perte de pression des pneus qui est dans tous ses états, la neige qui commence à tomber, je suis là, et on arrive, je pense à, j'ai pas, au niveau des distances, moi je suis pas très douée, mais franchement, on est à 2 minutes de notre maison, on rentre dans un rond-point, et là, la bagnole, en fait, le pneu commence à faire un bruit que je saurais même pas vous décrire, mais clairement, quand tu t'y connais un tout petit peu, je me rends compte que j'ai un pneu qui est crevé. On est à 2 minutes de la maison. La raison aurait voulu que vraiment je m'arrête,
je laisse la voiture et que genre soit j'appelle mon mec ou qu'on rentre à pied jusqu'à la maison, mais moi je continue. Je me dis allez, c'est bon, de toute façon là, foutu pour foutu, allons-y. Donc je roule évidemment super doucement, je fais ultra gaffe. On arrive à la maison, je me gare devant la maison, je sors de la voiture et là j'ai un pneu qui est complètement à plat et qui fume. Et je réalise que pendant, je sais pas, je pense quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres, j'ai littéralement roulé sur la jante. C'est-à-dire, le pneu est complètement aplati. Donc là, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans l'absolu, crever un pneu, ça arrive, mais alors le crever à ce point, enfin, j'ai pas pris de photo à l'époque. C'est vraiment dommage. J'aurais aimé avoir un souvenir, un truc un peu palpable, visuel de ce moment. Bon, par contre, j'ai un autre. J'ai vraiment un truc palpable, matériel que je vais pouvoir vous montrer dans vraiment pas longtemps. Donc bon, écoutez, le pneu est à plat, la jante est elle est pas en flamme, mais en fait, entre la neige, je pense, et la friction, vraiment, le truc fume, enfin, c'est assez impressionnant. Je rentre, je dis à mon mec, bah, j'ai un pneu qui est à plat, je me fais un peu enguirlander parce qu'il me dit, en fait, en roulant comme ça se trouve, t'as complètement niqué ta jante. Donc je suis là, bah écoute, bah là, en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce qui est fait n'est plus à faire. Le lendemain, si je me souviens bien, mon mec démonte mon pneu parce que évidemment, je ne peux plus rouler avec ma voiture. Notre garage est vraiment pas loin, mais en fait, c'est impossible de déplacer cette voiture. Donc il démonte la roue, il l'emmène chez notre garagiste qui lui change le pneu. Alors heureusement, il n'y a pas de dommage sur la jante, il a juste à mettre un pneu neuf et tout va bien. Et mon mec revient avec la roue et me dit, le garagiste a trouvé ça dans ta roue. Alors peut-être que vous avez du mal à identifier ce que c'est, mais il s'agit en fait d'un tournevis. C'est-à-dire que j'avais un putain de tournevis à l'intérieur de ma roue, et la théorie, parce que rien n'a été prouvé évidemment, c'est qu'en fait on m'a crevé les pneus. Voilà, alors je vous avoue, je le prends un peu mal parce que j'ai l'impression d'être une personne quand même assez sympathique, qui est globalement appréciée par ses pairs, mais j'étais là-bas, mais enfin. Donc vraiment, je suis à la fois choquée, à la fois effarée, à la fois horrifiée aussi, parce que je me dis, mais en fait, qui fait ça? Et le truc, juste pour vous expliquer, c'est que a priori, et il semblerait qu'il y ait des personnes qui s'amusent à faire ça, c'est-à-dire que quand les voitures sont garées, donc vraiment garées en mode, vous savez, créneau, quoi, il y a des gens qui, à l'arrière, imaginez que là c'est le pneu arrière de ma voiture, il y a des gens qui coincent comme ça en biais des tournevis ou des trucs, des objets contondants, quoi, si vous voulez, ce qui fait que quand tu sors de ta place, en règle générale tu sors d'une place de parking, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une petite marche arrière, tu fais la petite marche arrière, le truc rentre dans ton pneu, et là tu es baisé. Donc vraiment j'étais là, bah... C'est très peu sympathique, surtout pour commencer l'année. Alors dans l'absolu, plus de peur que de mal. Bon bah j'ai dû changer mon pneu, machin, etc. Puis au final, je crois que j'ai dû changer les deux avant parce qu'on ne change pas qu'un seul pneu sur une voiture pour je pense, une question de parallélisme. Enfin bon bref, on s'en fout, on n'est pas sur une chaîne automobile. Donc ça c'est pour le pneu crevé, sachant que ça arrive le 11 janvier. Donc le 11 janvier au soir, voilà, mon pneu est crevé, il fume, moi je vais me coucher. Le matin je me réveille, je sors de mon lit, j'attrape mon pyjama voilà, pendant très très longtemps... moi je vais me coucher, j'enlève mes pantoufles, je pose mon bas de pyjama à côté, je ne dors pas avec un bas de pyjama, tu vois. Donc je sors de mon lit, j'attrape mon pyjama, je me dis tiens c'est marrant, le truc est mouillé, c'est quand même un petit peu curieux. Évidemment le réflexe qu'est-ce que c'est? Je porte le pyjama à mon nez et là je réalise que mon chat a pissé sur mon pyjama. Donc je suis là, bah vraiment merci beaucoup. Le surlendemain, donc le 13 janvier, là on a eu un petit enchaînement quand même au mois de janvier qui était assez sympathique. Donc le surlendemain, je vaque à mes occupations et en fait à chaque fois que je passe dans ma chambre, je sens une odeur très forte de croquettes. Je me dis mais tiens mais c'est quand même super bizarre. Nos animaux ont pas de croquettes en fait, ils ont leurs croquettes dans la cuisine. Bon bah voilà, pourquoi ça sent la croquette quoi? Et ça me prend quand même un certain temps avant de réaliser qu'en fait mon chat a dégueulé dans le radiateur qui est derrière moi. Donc vraiment une scène que j'imagine être le chat posée, comme elle le fait très souvent, sur le bord de la fenêtre, commencer à avoir des espèces de haut-le-cœur, vous savez, ce truc, je sais pas, si vous avez des chats, je sais pas comment c'est avec les vôtres, mais la nôtre, c'est impossible de la faire bouger de place quand elle est sur le point de dégueuler, c'est-à-dire que vraiment, alors à moins de l'attraper, mais bon, moi j'ai toujours peur que...
Voilà quoi, tu sais, tu peux faire un peu choup-choup, essayer de la chasser pour qu'elle dégueule pas sur le tapis, sur le canapé, parce que c'est toujours, putain, sur des trucs où ils peuvent pas, où il faut pas qu'ils dégueulent, quoi, tu vois. Putain, il y a du carrelage dans la cuisine, il y a du carrelage partout. Putain, mais vomis sur le carrelage, en fait, fais un effort, quoi. Mais non, donc vraiment, j'ai la scène en tête, tu vois, donc de mon chat posé comme ça, tranquille, sur le bord de la fenêtre, qui doit être en plus hyper bien, parce qu'il y a la chaleur, il y a le radiateur qui est collé à la fenêtre, donc avec la chaleur du radiateur, etc., et qui commence à avoir des hauts le cœur et qui vraiment dégueule tout son petit déjeuner dans le radiateur. Donc évidemment, je nettoie, sauf que ce radiateur, en fait, il est très profond et les grilles sont très étroites. Alors il me semble que j'arrive à retirer la grille du dessus et j'essaie de nettoyer à l'intérieur avec un chiffon, j'essaie de prendre le truc le plus long que je possède, je crois que je pars sur un manche de cuillère en bois, enfin vraiment c'est une galère pas possible, il y en a qui tombent par terre. Alors évidemment, comment dire, le truc positif, si je puis m'exprimer ainsi dans tout ça, c'est qu'avec la chaleur, ça a séché. Mais bon, quand même, quoi, c'est pas idéal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crois que le lendemain ou le soir même, je vais acheter une longue brosse, vous savez, là, pour nettoyer les radiateurs. Et donc, je nettoie le vomi de mon chat dans mon radiateur et je suis là, yes. On arrive ensuite au 16 janvier. Donc, on revient cette fois-ci à la voiture. Alors, si vous vous souvenez, donc mon mec a ramené la roue, le garagiste a changé le pneu, mon mec a remis la roue, mais évidemment, bon, voilà, il n'est pas garagiste. Donc, une fois qu'on a les deux roues, on emmène la voiture au garage pour qu'il puisse si je me souviens bien, changer la deuxième roue et puis faire les réglages, le parallélisme, etc. Et j'en profite pour demander à mon garagiste de faire ma vidange parce que ça fait un moment que je dois la faire, tu vois. Je me dis, bon, ben l'un dans l'autre, une bonne chose de faite, tu vois, ça n'aura pas servi à rien tout ça. Et puis quelques heures plus tard, mon garagiste m'appelle et m'annonce que mon huile moteur a une texture de flan. Ce qui est, si vous y connaissez pas du tout en mécanique et en matière de voiture, ce qui n'est absolument pas normal, ce qui est extrêmement dangereux et ce qui risque juste en fait de complètement flinguer le moteur. C'est-à-dire que ta voiture, enfin voilà, c'est bon, bah c'est soit tu la jettes, soit tu rachètes un moteur, ce qui équivaut quasiment à racheter une voiture. Donc bon, là je vous passe les détails, hein, mais c'était aussi toute une histoire, enfin un truc vraiment pas possible pour changer cette putain d'huile de moteur et on sait pas ce qui s'est passé. Enfin. Nous arrivons au mois de février. Alors, mois de février, on a quelques jours de répit et le 3 février, c'est un jour d'école et c'est moi qui réveille mon fils le matin pour aller à l'école. Donc, j'ouvre la porte du couloir qui mène vers les chambres des enfants. Et puis là, c'est marrant, je regarde par terre, il y a une espèce de reflet, je me dis, putain, c'est chelou, il y a de l'eau par terre. Alors je me dis, putain, c'est le chien qui a pissé par terre, puis en même temps, je me dis, ben non, parce qu'en fait, les animaux ne vont pas dans cette partie de la maison, la porte du couloir est constamment fermée, tu vois. Donc là, j'allume la lumière, et voici ce que je vois. je vous mets une photo. Donc, si c'est pas assez parlant, je vois de l'eau qui coule du plafond, hein, le long des murs, et une énorme flaque au sol avec le parquet qui a commencé à gondoler, machin, tout ça. Donc je suis là. Ah, alors bon, il est 7h du matin, donc si vous voulez, faut être un peu efficace, hein, donc je vais réveiller mon fils, tout ça je le porte pour pas qu'il marche dans l'eau. Évidemment, l'eau a aussi coulé dans sa chambre, donc tu vois que son parquet est gondolé, tout ça, tu vois. Et puis bon bah je monte, je dis à mon mec, bah va jeter un œil en bas. Écoute, on a une fuite d'eau et grosso merdo pour la faire très courte. Ce qui s'est passé, c'est que nos canalisations qui sont en fait dans un faux plafond, il y en a une en fait qui a lâché, ce qui fait que bah, ça a commencé à couler dans le faux plafond et forcément au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'eau finit par se frayer un chemin, donc ça a défoncé le plafond, le mur, le sol. On a dû, je vous fais vraiment la version courte, hein, on a dû changer quasiment l'intégralité de nos canalisations parce qu'en fait c'était je vais quand même le placer au cas où, j'aurais peut-être pas les termes exacts, mais au pire, je mettrai les termes exacts sur l'écran. Mais en fait, nos canalisations, sachant que notre maison est assez ancienne, elle a été construite dans les années 70, on avait un mélange de canalisation en galva et un mélange de canalisation en cuivre. Et apparemment, ces deux composants, là, ces deux matériaux, au bout d'un moment, il se passe un truc, une espèce de réaction chimique qui fait que ça bouffe le galva et que le galva finit par, en gros, par lâcher l'affaire, quoi. Donc, on a dû éventrer quasiment la moitié, enfin, voilà, toutes les canalisations sont au rez-de-chaussée, mais bon, en gros, on a dû éventrer nos plafonds, refaire les murs, machin. Dans les pièces du bas, on n'a pas encore tout refait parce qu'en fait, on était tellement
Enfin, juste parce qu'en fait, ça fait chier et qu'au niveau de la charge mentale, de devoir vider entièrement les chambres, enfin bon bref, voilà, mais c'est un truc définitivement dont on va s'occuper au début de l'année. Ça, c'est le gros événement de février. Hein. Je vous avoue qu'après, peut-être qu'il se passe 2-3 merdes, mais j'ai oublié de les noter et je pense que je les ai complètement effacées parce que ce truc de canalisation là, en fait, c'était complètement lunaire, quoi. T'es là, mais à qui ça arrive, ce genre de truc? On arrive au mois de mars. Alors là, j'ai juste noté l'hécatombe des arbres. Très rapidement, on a une grande quantité d'arbres qui sont crevés dans le jardin, certains qui se sont cassés la gueule, qui sont en train de pourrir par terre. Enfin, en gros, nous, c'est très très compliqué dans le jardin. On ne sait pas pourquoi les choses meurent. Les arbres, qui en plus doivent être là, mais je sais pas, enfin, je vais pas dire depuis la nuit des temps, mais depuis quand même extrêmement longtemps. Depuis qu'on a emménagé dans cette maison, donc ça fera 8 ans cet été, putain, les trucs crèvent les uns après les autres. Donc vraiment, il y a une journée où notre paysagiste vient et où c'est littéralement l'hécatombe. Il monte dans des arbres hyper hauts pour les débiter en petites bûches, il arrache des trucs, enfin vraiment, je vais le redire, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme que hécatombe. Donc on est là, bah c'est super. On arrive au mois d'avril, fin avril. Chez moi, il y a des grandes baies vitrées. Et si vous suivez assidûment, vous savez que très régulièrement, on a des problèmes en fait avec des oiseaux qui, alors soit s'éclatent contre nos baies vitrées, parce qu'en plus c'est des baies vitrées qui sont traversantes, soit en été, parce que chez nous en été tout est ouvert, rentrent dans la maison, se cognent dans les murs, dans les vitres, machin, enfin vraiment c'est l'enfer. Donc moi je fais tout ce que je peux pour éviter que ça arrive. Donc genre ça fait des années maintenant que j'ai des autocollants, des trucs hyper moches, vous savez, sur les vitres pour éviter que les oiseaux ne se tuent. Se cognant dans nos vitres. Et donc on est fin avril, je me souviens, il fait beau, il fait doux, donc toutes les baies vitrées sont ouvertes. Et d'un coup, je rentre dans le salon et là je vois un petit oiseau comme ça qui est sur les jouets de mon fils. Et là je me dis merde, putain. Et c'est vraiment une configuration où c'est difficile de les faire sortir parce que enfin bon, ça va être compliqué à expliquer, mais voilà, c'est la merde. Je me dis comment est-ce qu'on va faire sortir cet oiseau de cette pièce? Et moi, il faut savoir qu'en fait, quand ce genre de truc arrive, je panique complètement. Pas parce que j'ai peur des oiseaux, ou j'ai peur d'être blessée, ou je sais pas, qu'ils se jettent dans mes yeux comme ça avec j'allais dire leurs griffes, c'est pas des griffes, mais vous savez, leurs petites patounes comme ça et qui me crèvent les yeux, c'est pas ça. Mais en fait, j'ai tellement peur, j'ai été tellement de fois confrontée à cette situation que je sais qu'en règle générale, quand tu essaies de t'approcher pour attraper les oiseaux, même très doucement, en fait, ils paniquent, donc ils commencent à voler dans tous les sens, ils se cognent partout, et c'est juste un coup à ce qu'ils se brisent la nuque et qu'ils meurent, et moi, j'ai pas envie que ce petit oiseau meure, tu vois. Donc j'appelle mon mec, je sais pas si je pourrais retrouver les messages, mais c'était vraiment, je suis là, par SMS, tu sais, je hurle, j'écris tout en majuscule, je suis là, au secours, je sais pas quoi faire. Donc mon mec, qui est vraiment un amour, et sur qui je peux toujours compter, me dit ne t'inquiète pas, j'arrive. Le temps qu'il arrive, je réalise qu'en fait, il y a pas un oiseau dans le salon, mais deux. Donc évidemment, c'est toujours le genre de truc où tu peux faire ce que tu veux, mais en fait, ils sont en panique, ils sont pas bien, donc ils volent un petit peu, ils chient partout, enfin vraiment, c'est l'enfer. Je crois que le premier qui sort, il arrive à le faire tout seul et sans se blesser, donc on est trop content. Et il en reste un deuxième. Et le deuxième, en fait, si vous voulez, dans mon salon, il y a donc ces deux baies vitrées qui s'ouvrent, et donc où c'est traversant, il y a mon salon et ma salle à manger, et l'oiseau qui reste est du côté du salon. Donc évidemment, on ouvre en grand la baie vitrée, mais il comprend pas, il panique, machin, il s'envole du coup, il fonce du côté de la baie vitrée qui est dans la salle à manger, évidemment, il prend pas le bon côté, donc le côté ouvert, il se prend la baie vitrée de plein fouet, donc il tombe au sol. Moi, je suis là, genre horrifiée. Heureusement, je pense qu'il se cogne pas trop fort, enfin tout du moins, il est pas complètement dans les vapes. Donc là, mon mec arrive, il jette un petit torchon par-dessus, il le prend comme ça très délicatement dans ses mains, enfin en fait avec le torchon posé par-dessus lui, il le pose dehors et là, heureusement, le petit moineau s'envole. Et moi, je suis vraiment, mais en PLS. Donc depuis, pour tenter d'éviter que ça arrive à nouveau, parce que bon, là, je vous parlais de petits moineaux, mais on a déjà eu un énorme pigeon, enfin vraiment, c'est complètement... ça n'a aucun sens. J'ai rajouté des petits trucs, qui plus est, c'est hyper joli, parce qu'en été, quand le soleil tape dessus, ça fait des arcs-en-ciel, c'est hyper beau, mais des petits machins qui pendent avec au bout, c'est pas des cristaux, hein, c'est du plastique évidemment, mais des trucs qui font plein de reflets. Et donc j'ai mis ça juste après cet événement, donc c'était fin avril, et
Cet été, on n'a aucun oiseau qui a réussi qui est rentré dans la maison. Alors, j'espère que c'est suffisant parce que vraiment, là, non mais moi, les oiseaux, en fait, je ne peux plus. Nous arrivons au mois de mai. Alors ça, vraiment, un événement qui m'a... Vous l'avez suivi, a priori, surtout si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez suivi en direct. Au mois de mai, je décide, je sais pas trop en plus pour quelle raison, mais je décide de laver un de mes pulls favoris, qui est le pull numéro 51 de chez Baba. Et alors une fois de plus, si vous me connaissez, vous savez que les pulls, la laine pour moi, enfin vraiment c'est toute ma vie, c'est ma passion, je suis hyper, enfin voilà, je suis vraiment hyper gaffe, donc ça fait à ce moment-là, je pense, 2 ans que j'ai ce pull et je me dis bon, allez, je suis pas du genre à laver mes pulls, mais au bout d'un moment, tu vois, ça peut être bien, juste ne serait-ce qu'un peu pour la poussière, tout ça. Il y a peut-être même un peu des taches et compagnie, tu vois. Donc, je décide de le laver. Je fais vraiment les choses dans les règles de l'art. Et ce pull se déforme complètement, c'est-à-dire qu'il perd complètement sa forme. J'avais pris des mesures à l'époque, mais je crois que il prend 6 cm au niveau des manches. Il devient extrêmement large. Alors, il devient pas laid, mais il perd vraiment toute sa structure et tout ce qui fait que j'adorais ce pull. Évidemment, sur le coup, je suis extrêmement déçue parce que je me dis, bah mince, je l'aime toujours, mais je l'aime quand même vachement moins dans cet état. Mais le pire, c'est vraiment la réaction du service client qui, je sais pas, qui est d'une mauvaise foi en fait et d'un manque, je trouve, de professionnalisme au niveau du service client, mais complètement aberrant. Si l'intégralité de l'histoire vous intéresse, j'en ai parlé à la fin d'une vidéo favori, alors que vraiment c'était pas un favori du tout, hein. Je vous mettrai le lien dans le petit et dans la barre d'infos, voilà, si vous voulez vraiment tous les détails. Mais en gros, ça peut sembler complètement débile, mais pour moi c'est une déception, mais une telle déception, parce que voilà, j'essaie de faire attention aux marques auxquelles je donne mon argent. Même au-delà de ça, c'est une pièce qui m'a coûté très cher, hein. Le prix a beaucoup augmenté, il me semble, ces dernières années, enfin comme pour plein de choses, mais à l'époque, peut-être que je l'achète en promo, mais voilà, on est sur 250, 300 euros le pull, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et une fois de plus, voilà, moi c'est une marque que j'ai envie de soutenir, j'ai l'impression que c'est une super marque qui est très éthique, qui fait des trucs d'une qualité folle. Je me dis, ce pull, je vais pouvoir le garder toute ma vie, voilà, il bougera pas, ça va être incroyable. Enfin vraiment, je suis hyper contente. J'ai beaucoup, en fait, je pense que la déception est à la hauteur des attentes que j'avais et des espoirs que j'avais. Et moi, les services clients qui n'assurent pas, c'est vraiment, vraiment un truc qui me rend ouf. En fait, je trouve ça scandaleux. Et honnêtement, quel que soit, qu'importe le prix de ce que tu achètes. C'est-à-dire qu'en tant que client, tu as le droit d'avoir des personnes en face, tu vois, des personnes qui gèrent le service client d'une marque, qui vont te traiter en fait avec respect, qui vont être honnêtes avec toi et qui, voilà. Donc c'est vraiment, je sais que potentiellement de certains points de vue, ça peut sembler un peu excessif. J'en ai beaucoup parlé aussi de cette histoire, mais ça a été vraiment en fait horrible comme expérience. Moi, je détestais, je le recommande pas du tout. Et autant vous dire que depuis, je n'ai plus jamais rien racheté chez Baba et je pense sincèrement que je n'achèterai plus jamais rien parce que je n'ai pas envie de donner mon argent à une marque qui traite ses clients comme ça, quoi. Au mois de mai, on a une petite merde, mais une fois de plus, un truc complètement improbable. J'achète un pot de moutarde douce pour mon fils parce qu'il aime bien la moutarde. Donc un truc dans un pot. Qu'est-ce que c'était ? Je pense que c'était, voilà, c'est ça, c'était Blanche-Neige. Le pot est tout neuf, hein. Je l'ouvre, on fait un repas, j'en donne à mon fils, tout ça. Et puis arrive la fin du repas, je veux refermer le pot, vous savez, donc c'est ces pots en verre où, tu sais, même tu peux garder le verre parce qu'il y a des dessins, c'est des trucs, je sais plus. Bon, la marque m'échappe, mais ça doit être Amora ou je sais pas quoi, donc vraiment ces verres hyper typiques, tu vois. Et puis il y a une espèce de couvercle en plastique, mais un peu malléable, tu vois. Donc j'attrape le couvercle, je le pose sur le pot de moutarde, j'appuie pour le fermer. Et là, littéralement, j'explose le pot de moutarde. J'étais là, mais enfin, quelle est cette force surhumaine? Alors que vraiment, je n'ai aucune force dans les bras. Mais une fois de plus, j'étais là, à qui ça arrive, ce genre de truc, d'essayer de fermer un pot de moutarde et de l'éclater à main nue. On arrive au mois de juin.
J'en parle pas très souvent, j'en ai jamais parlé non plus en détail, etc. Mais moi, ça fait plusieurs années que j'ai des problèmes de santé que je n'arrive pas à résoudre. Et je finis un jour par me décider à aller voir une médecin, alors qui est une médecin généraliste et qui est aussi phytothérapeute et qui propose voilà, notamment en fait des consultations qui sont très longues, qui durent en règle générale voilà, plus d'1 heure. Et c'est une médecin qui est assez, alors je sais pas si elle est demandée, mais si vous voulez, pour avoir ces rendez-vous, donc vraiment pendant lesquels tu as le temps d'échanger avec la médecin et où c'est vraiment quelque chose où tu rentres en profondeur dans les choses, j'attends vraiment des mois. Le rendez-vous est genre le 13 juin, donc moi évidemment je suis hyper impatiente d'aller voir cette médecin parce que c'est enfin voilà quoi, si vous avez des problèmes de santé, je pense que vous imaginez que c'est une espèce de potentielle lueur en fait au fond du couloir. Au bout du tunnel, pardon. Donc forcément, je place beaucoup d'espoir dans cette rencontre, dans ce rendez-vous, et je suis très impatiente. Et une fois de plus, donc ça fait très longtemps que j'attends. Et le jour du rendez-vous arrive, sachant qu'en plus, quand même, je précise, c'est pas non plus une médecin qui est juste à côté de chez moi. Je me tape 2 heures de route aller-retour pour aller la voir, etc. Donc bon, extrêmement pénible, mais c'est quelque chose que je suis prête à faire parce que, à l'époque, je pense que ça va être une bonne médecin, et maintenant, elle me suit depuis des mois, donc je confirme que c'est une bonne médecin et que ça vaut le coup de se taper 2 heures de route pour aller la voir, sachant que ce jour-là, donc le jour où je suis censée avoir mon premier rendez-vous, c'est un peu, j'ai des émotions qui sont un peu mélangées. Vous voyez, c'est pas complètement l'enthousiasme et l'impatience, si elle est là, mais il y a aussi un mélange, une espèce d'appréhension parce qu'en fait c'est une personne que je ne connais pas et c'est vrai que parfois on tombe sur des gens qui sont pas hyper à l'écoute. Enfin, en fait, moi j'ai vraiment peur de tomber sur quelqu'un qui va pas m'écouter, qui va pas prendre au sérieux ce que je lui dis et en gros un peu d'y aller et que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Qui plus est quand même, je précise parce que ça pèse aussi dans la balance, ce rendez-vous me coûte 120 €. C'est donc 120 € la consultation. Donc c'est peut-être un peu débile, mais ça rajoute, si vous voulez, aux attentes, qui sont quand même aux attentes et à l'appréhension, quoi, qui sont assez élevées. Donc on est le jour du rendez-vous, voilà, moi, je suis hyper impatiente, je suis là youpi, enfin on y est, ça fait des mois que j'attends ça, enfin même on pourrait dire des années, parce que ça fait des années que je suis dans une espèce de d'errance comme ça médicale. Et 2 heures avant le rendez-vous, je reçois un message de la médecin qui m'annonce qu'elle a cassé le moteur de sa voiture et qu'elle est obligée d'annuler tous ses rendez-vous. Dans l'absolu, c'est pas dramatique, mais dans ce contexte-là, pour moi, vraiment, c'est genre le coup dur absolu. Parce qu'une fois de plus, c'est pas comme si je pouvais reprendre rendez-vous le lendemain. Donc évidemment, je reprends immédiatement un rendez-vous, mais c'est, je sais plus, je crois que c'est 1 mois après. Alors heureusement, j'utilise la fonction Doctolib, là, qui est hyper pratique et qui me prévient à chaque fois qu'il y a un rendez-vous qui se libère plus tôt que celui que j'ai déjà, tu vois. Donc je finis par aller la voir 2 semaines après le rendez-vous que j'avais initialement. Mais ça, c'est vraiment le truc où je me dis, mais putain, mais une fois de plus, à qui ça arrive ce genre de truc? Ça fait des mois que t'attends un putain de rendez-vous. Le jour même, mais 2 heures avant, la meuf, elle nique son moteur, mais alors sûrement parce qu'elle a pas fait sa vidange ou que comme moi, elle avait l'huile moteur en flanc ou je sais pas quoi, tu vois. Donc bon, écoutez, franchement, c'est non. Mi-juin, juste avant de me rendre au Hellfest, je chope une bonne vieille sinusite. La première de ma vie. J'étais là, quelle est cette maladie complètement lunaire? La sinusite, en fait, c'est horrible. C'est ce truc... bref, je veux pas commencer à vous décrire les symptômes de la sinusite, mais imaginez comme un rhume, genre comme le nez très très bouché, mais que en fait tu peux rien faire pour le déboucher parce qu'en fait il faut des antibiotiques. Donc je vais chez mon médecin. Heureusement, c'est vraiment, je crois, on part le mercredi, donc pour 1 semaine de festival quasiment. J'arrive à avoir un rendez-vous le mardi, genre dans l'après-midi. Alors bon, la sinusite, antibiotiques, machin, tout ça. Mais quand même, je pars passer mes 4 jours de festival avec mes petits antibiotiques. En plus, c'est même pas des trucs, tu sais, qu'il faut avaler, c'est des trucs que tu dois dissoudre dans l'eau. C'est 3 fois par jour pendant 6 jours. Je suis là, come on. Au mois de juillet, je me flingue l'index droit. Mon index droit, ça a été pendant très longtemps mon index je sais pas ce que j'ai envie d'appeler mon index de tricot. Et au mois de juillet, je suis en vacances et donc je tricote
énormément. Alors il faut savoir que moi j'ai des problèmes articulaires, je fais très facilement des tendinites, des trucs comme ça, tu vois, et j'ai notamment en fait une fragilité à cet index depuis des années suite je vais quand même le placer, parce que ça aussi c'est complètement ridicule, suite à un set de Lego que j'ai fait. Bah d'ailleurs celui qui est, vous voyez la grande vague, le Great Wave, bon bah le nom m'échappe, mais vraiment ce set là juste derrière moi, c'est un set que j'ai fait donc il y a plusieurs années et qui m'a littéralement flingué l'index. J'ai passé des mois à me réveiller le matin et à pas pouvoir déplier mon index, enfin un truc complètement voilà complètement lunaire. Et c'est vrai que depuis que j'ai repris le tricot, j'avais assez régulièrement des soucis, notamment l'index qui gonflait, un peu douloureux, un peu difficile à plier, machin, etc. Mais vraiment, en ce mois de juillet 2025, je me réveille un matin avec l'index qui a quasiment doublé de volume, que je n'arrive plus à bouger. Et en gros, ma théorie, c'est que je me suis fait une tendinite de l'index. Dans l'absolu, comme ça, tu te dis, bon, voilà, c'est pas la fin du monde, un peu de repos, et puis c'est bon. Sauf que moi l'été, je ne fais que tricoter. Je suis en vacances et ce que j'ai envie de faire, c'est d'être assise sur ma terrasse et de tricoter pendant des heures. Je ne veux faire que ça, en fait, de mes journées. Et du coup, je me retrouve dans l'incapacité de tricoter, ce qui semblera sûrement complètement anecdotique pour certaines personnes, mais je sais qu'il y aura des tricoteuses qui regarderont cette vidéo et je pense que vous savez ce que ça représente. Donc ça me plombe complètement le moral. Qui plus est, ça arrive juste avant notre départ en vacances. Donc ça veut dire genre 10 heures dans la bagnole, pas pouvoir tricoter. Donc vraiment, moi je suis complètement horrifiée. J'arrive à avoir la veille de notre départ en vacances un rendez-vous avec un kiné ostéo, alors qu'il passe littéralement genre 1h10 essayer, enfin voilà, à travailler sur moi, le mec est complètement effaré. Et franchement, le lendemain matin, mon index va excessivement mieux. Sauf que moi, qu'est-ce que je fais? Pendant les 10 heures de bagnole, eh ben, je tricote. Hein. Donc forcément, j'arrive en vacances, bah, mon index, il est à nouveau comme ça, tu sais, la petite grand-mère là quand Phoebe elle apprend à jouer de la guitare à Joey, bah c'est mon index quoi si tu veux. Et vraiment c'est pas juste chiant parce que je peux plus tricoter, c'est-à-dire que c'est extrêmement douloureux. Je ne peux plus me servir de mon index, donc je passe quasiment toutes mes vacances en fait avec une attelle, ce qui est pas forcément idéal, mais en fait à un moment voilà ça me fait mal, j'ai juste envie que mon doigt se repose, qu'il soit plus sollicité, donc j'ai vraiment une attelle pendant je sais pas combien de temps. Et du coup concernant le tricot, bah alors moi si vous voulez je me laisse pas abattre, hein. Au bout d'un moment je me dis c'est impensable que je ne puisse plus tricoter à cause de mon index, donc je change de technique pour tricoter, c'est-à-dire que maintenant je tricote avec ma main gauche, enfin je vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais en gros, si vous êtes tricoteuse, je passe d'une façon de tricoter à l'anglaise à une façon de tricoter à la continentale. Donc je peux, alors évidemment je repars pas complètement de zéro, mais c'est vraiment toute une mécanique à réapprendre, donc c'est un petit peu galère, mais honnêtement à cette époque je suis assez contente parce que je trouve que je m'adapte extrêmement rapidement, donc je peux continuer à tricoter et vraiment tout va mieux dans ma vie. Et surtout quand même accessoirement je réalise, et ça je le réalise parce qu'à un moment je passe une partie de mes vacances avec ma mère, donc ma mère me voit tricoter. Et à un moment, je recommence à tricoter à l'anglaise et elle me dit mais comment est-ce que tu tricotes? En fait, comment est-ce que tu tiens ton fil? Et il s'est avéré que pendant tous ces mois, voire même toutes ces années où je tricotais extrêmement mal parce qu'en fait, mon doigt faisait un mouvement comme ça, continuel à chaque fois que je tricotais, à chaque fois que je faisais en fait une maille de tricot, mon index faisait comme ça. Donc tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, sachant que parfois je suis capable de tricoter je sais pas 6 heures d'affilée, tu m'étonnes qu'au bout d'un moment le type ait dit bon bah là éventuellement notre relation va s'arrêter ici. En bref, le mois de juillet, la tendinite du tricot. Yes. On arrive au mois d'août, alors on est en vacances, donc à l'autre bout de la France, on est à environ 10 heures de bagnole de chez nous, et avant de partir en vacances, on avait pris des places de concert pour aller voir Papa Roach, donc vraiment pas loin de chez nous, hein, en l'occurrence en Allemagne. On était censé y aller avec des amis qui eux étaient restés dans le coin. Et puis on est la veille de notre départ, et moi j'envoie un message à ma copine en lui disant ah coucou, on rentre demain, comment on fait pour le concert, est-ce qu'on se retrouve avant, on va manger un morceau, ça imaginons c'est le lundi soir, pour moi dans ma tête on rentre le mardi et le concert est le mercredi soir, donc on a un petit peu de marge quoi. Donc le lundi soir j'envoie ce message à mon amie et là directement elle m'appelle. Sachant qu'on n'est pas trop du genre à s'appeler, donc je me dis putain qu'est-ce qui se passe. Donc alors moi je pense évidemment tout de suite au pire, donc je décroche et là elle me dit alors si tu veux pour le concert en fait on fait comme vous avez envie, sauf que le concert c'est demain soir. C'est demain soir, c'est-à-dire qu'on est censé partir le lendemain matin, se taper 10 heures de route
Et là, vraiment, je me souviens, à l'intérieur de moi, il y a un truc qui s'effondre, où je me dis, mais putain, mais c'est pas possible. Et ça, c'est vraiment me planter dans les dates, c'est un de mes traits de personnalité toxique. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où ça m'est arrivé. Au point où ça m'est déjà arrivé de louper des avions, d'arriver dans une ville et d'avoir en fait réservé les chambres d'hôtel pour la mauvaise date. Voilà, c'est un truc, c'est limite, je pense que je pourrais en faire une vidéo YouTube, quoi, hein, pour vous dire. Alors dans l'absolu, voilà, pas très grave, mais c'est le genre de truc, en fait, direct, je me tourne vers mon mec et je lui dis, comment on va faire, en fait, pour être en Allemagne à 19h alors qu'on est à 10 heures de bagnole du lieu où on doit être demain à 19h. Alors au final, les choses se sont assez bien goupillées. Le lendemain matin, tout le monde a un peu mis le turbo, on a fait un petit peu moins, des arrêts un petit peu moins longs sur la route et tout a été bien. Qui a bien fini, c'est pas ça l'expression, mais vous avez compris. Le concert était super, vraiment, mais putain, j'aimerais bien, mais une année, j'aimerais que ça ne m'arrive pas, ce genre de truc, quoi. Est-ce que c'est possible? Alors vous allez me dire, mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même, ma cocotte. Évidemment, mais je sais pas, il y a des trucs comme ça, putain, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je suis persuadée que ça fait partie, en fait, de mon ADN, quoi, que genre, je sais pas. Je n'ai pas d'explication. Nous arrivons au mois de septembre. Au mois de septembre, dans ma vie, il se passe quelque chose que j'attendais depuis, je pense, une décennie. Je suis hyper impatiente, je suis trop heureuse. Il s'agit des concerts de Jason Mraz. Alors, je vous en ai parlé, j'en ai notamment parlé dans une vidéo favori. Très rapidement, Jason Mraz, artiste américain que moi j'écoute depuis, je pense, voilà, une vingtaine d'années. C'est un artiste qui représente énormément de choses. Pour moi, c'est un artiste que mon frère m'a fait découvrir à l'époque, voilà, quand j'étais adolescente. Et on a vraiment, lui est très très fan aussi. Au niveau de la symbolique, de ce que ça représente pour moi, voilà, c'est quelque chose d'assez important. À l'époque, quand je prends les places, donc c'était vraiment des mois et des mois avant, je prends évidemment une place pour moi, une place pour mon mec et bien entendu, une place pour mon frère. Sauf que très rapidement, quelques semaines, quelques mois après, un jour malheureusement, mon frère m'écrit, il me dit, écoute, je suis désolée, mais en fait, je vais pas pouvoir venir au concert de Jason Mraz parce que je travaille. Donc évidemment, je suis déçue, mais bon, à un moment, il bosse, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va pas... Enfin voilà, quoi, c'est comme ça. Du coup, je propose la place à ma fille, qui aime bien aussi. Je me dis, bon, voilà, c'est dommage, je suis vraiment déçue de pas pouvoir vivre ce truc avec mon frère, mais... ainsi va la vie. Et on arrive donc au mois de septembre, le mois du concert, et je crois peut-être, je sais pas, quelques jours avant le concert, mon frère m'écrit en me disant « Bah écoute, en fait, je suis dispo pour le concert, donc si jamais t'as moyen de trouver une place... » Voilà, donc moi, à ce moment-là, je suis trop heureuse parce que je me dis putain, je vais pouvoir vivre ce concert avec mon frère. C'est, encore une fois, c'est peut-être un peu débile ou incompréhensible, mais il y a quelque chose d'hyper important pour moi et d'hyper symbolique. D'autant plus que, à moins que j'ai oublié, mais il me semble qu'on n'a jamais vu Jason Mraz ensemble, donc voilà, je me dis putain, trop bien. Donc évidemment, qu'est-ce que je me dis? Je vais mettre un petit mot sur Instagram et peut-être éventuellement, il y aura une personne parmi mes abonnés qui pourra me vendre une place pour mon frère, quoi. Et avant ça, je sais pas pourquoi, je vais vérifier les places que j'ai achetées il y a de ça donc des mois. J'ouvre les places et là, je réalise qu'en fait, je n'ai que 2 places. Sachant qu'à la base, hein, je le redis, moi dans ma tête, j'achète une place pour mon mec, une place pour mon frère, et une place pour moi. Et ensuite, il se passe tout ce qui se passe, la 3e place va à ma fille, machin, tout ça, et donc je me retrouve uniquement avec 2 places, et là, je passe en mode, je sais pas comment expliquer, mais je vis en fait 24 heures pour moi, ouais, d'après mon ressenti, mais de l'enfer, où déjà je suis dégoûtée parce que je me dis mais en fait du coup qui est-ce que j'emmène au concert? Est-ce que j'emmène mon mec? Est-ce que j'emmène ma fille? Ça me fait super chier de devoir choisir entre les deux et je me mets vraiment en tête qu'il faut absolument que je trouve 2 places supplémentaires pour pouvoir emmener alors mon mec et ma fille et mon frère. Je veux absolument que mon frère voit ce concert. Donc je commence à retourner évidemment dans un premier temps internet, je mets un message en story, personne n'a de place, le concert se passe au Luxembourg, j'envoie des
DM à la salle dans laquelle a lieu le concert et dans une autre salle alors dans laquelle on va souvent, et je me dis voilà, tu vois, c'est des petites salles, le Luxembourg c'est petit, peut-être qu'ils se connaissent, j'envoie un DM à une autre salle, à la Rocale, en étant vraiment en mode ouais, est-ce que vous auriez pas 2 places, enfin c'est même pas je veux qu'on me les donne, moi je suis prête à les payer, tu vois, et je me dis je vais forcément trouver 2 places quelque part, tu vois. Et en fait il se passe rien, personne ne me répond, mais pendant des heures qui moi intérieurement me semblent des jours. Du côté d'Instagram de ma communauté ça donne rien, tu vois, et je finis par envoyer un DM à Jason Mraz sur Instagram. Donc le truc, je pense que c'est le summum du désespoir, avec vraiment une grosse pincée de pathétique par-dessus. En fait, j'envoie un message, mais qui est complètement sincère, où j'explique la situation, j'explique tout le truc avec les places, que j'envoie vraiment, mais tu sais, genre un pavé. Je suis là, mais qu'est-ce que tu fais, Colline? Et je me dis, en fait, tente, tu vois, je veux dire, ça ne coûte rien, ça te prend un petit peu de temps à écrire le message, éventuellement, t'auras l'air ridicule, et puis tant pis, tu vois, mais donc j'envoie un pavé en expliquant tous les tenants et aboutissants. Je suis là, oui, j'ai envie d'emmener mon frère qui m'a fait découvrir Jason Mraz il y a 20 ans, c'est hyper important pour moi, j'aimerais tellement vivre ce moment avec lui, etc. Et c'est pas du tout, sur le moment, c'est, comment dire, j'en fais pas des caisses, quoi, c'est vraiment ce que je ressens, et enfin bon, voilà, vous l'avez compris, quoi, de toute façon. Et donc j'envoie ce DM en me disant, mais ma pauvre fille, t'as vraiment touché le fond, quoi. Et il se passe des heures et des heures et des heures comme ça, et il se passe rien. Et au bout d'un moment, en fait, il y a tout qui se débloque. C'est-à-dire qu'il y a l'une d'entre vous qui m'envoie un DM sur Instagram en me disant il y a une place qui vient d'être remise en vente, vous savez, sur ces sites de remise en vente. Donc je fonce, j'achète la place, je me dis putain, plus qu'une. Je pense que 30 minutes après, la community manager de la Rocale me répond en me disant on t'a mis 2 places de côté, tu vas les récupérer à l'accueil. Donc vraiment je suis là, putain, mais franchement, mais merci 1 milliard de fois. Et surtout, et là c'est le moment de l'histoire où ça passe de trucs de merde à trucs incroyables, la personne qui gère les réseaux sociaux de Jason Mraz me répond et m'offre 2 places. J'ai oublié son prénom maintenant, je pourrais le retrouver. Je vous mets le message, je lis ça. Honnêtement, je pense que je suis à 2 doigts de pleurer tellement, déjà tellement c'est inespéré, et tellement je trouve ça mais incroyable, déjà qu'ils aient vu mon DM, qu'ils l'aient ouvert, qu'ils l'aient lu. Une fois de plus, le message était genre long comme ça, et que tu vois, et que le mec me dise, enfin le mec ou la meuf, je sais même pas si c'est un homme ou une femme, me dise ne t'inquiète pas, tu vas à l'accueil, il y aura 2 places pour toi. Donc au final, je me retrouve avec beaucoup plus de places que ce dont j'avais besoin à la base. C'est sûr que quand on connaît la fin de l'histoire, ça fait pas trop anecdote de merde, tu vois, truc de merde qui t'est arrivé, mais je me souviens en fait tellement bien de mon état de putain, t'as encore fait nimp, tu vois, tu t'es encore planté en voulant réserver un truc, des dates, des machins, enfin voilà, t'as encore fait n'importe quoi, t'étais vraiment qu'un gros boulet. Imaginez-moi, pendant des heures, pendant quasiment toute la journée, en PLS, à être physiquement mal à cause de cette histoire de concert. Bon, note à moi-même quand même, essayer de me détendre un petit peu dans la vie. Au mois de septembre, il arrive un événement qui était vraiment récurrent ces dernières années dans notre vie, qui est que soudainement, notre chat se met à saigner de la patte sans discontinuer. Ça, c'est un truc que je pense que c'est là, en 2 ans, c'est là la 4e ou la 5e fois que ça arrive, de façon, on va dire, assez régulière. Soudainement, notre chat a une patte, toujours la même, qui se met à saigner comme ça au bout, et on est obligé d'aller chez le véto parce qu'en fait la plaie ne se referme pas. Donc elle a eu, je sais pas combien de fois, des bandages, je vous mets des photos. Des pansements, genre, mais comme as, tu vois, des trucs horribles, ou après pour lui enlever. Mais c'est la croix et la bannière, et encore on a de la chance parce qu'elle est ultra calme et patiente. Et donc une fois de plus, cette putain de patte qui se met à saigner, donc on emmène le chat chez le vétérinaire, et cette fois-ci, elle nous avait prévenu, cette fois-ci elle lui fait pas un gros bandage, en fait elle décide de lui retirer une griffe. Donc il y a une petite opération chirurgicale, alors heureusement elle ressort pas avec un énorme pansement, genre Dieu soit loué. Par contre, elle ressort avec la collerette de la honte, et ça j'ai même dédié
J'ai dédié un post Instagram à cette période. Elle a dû la garder, je pense, 7 jours. C'était à la fois pathétique et tellement drôle de la voir avec son truc là, la collerette de la honte. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a ri! Et encore une fois, qu'est-ce qu'elle nous faisait mal au cœur quand même, sachant que bien sûr, qui dit opération chirurgicale sur un animal, et ben tu dois lui donner, je sais plus, c'était des antibiotiques 2 fois par jour, des cachets, enfin il y avait, je sais plus combien de trucs à lui donner, on était là, mais putain quoi, le truc ça te coûte, tu sais, tu sors de chez le veto, t'en as eu pour 350 €, t'es là, ouais, nickel. Du coup, on espère que maintenant ça n'arrivera plus, et franchement là, que ça arrive encore une fois, enfin là pour moi c'était la fois de trop quoi, tu sais, en plus à chaque fois c'est horrible parce qu'elle saigne de la patte, mais elle se déplace, donc en fait, elle met du sang absolument partout. Faut faire gaffe au chien, parce que lui, il est complètement neuneux, et puis il adore les trucs dégueulasses, donc il est là, tu sais, il lèche le sang du chat sur le carrelage, t'es là, ah je leur mets, calmez-vous. Donc une fois de plus, croisons les doigts, espérons que ça va être réglé pour de bon, notamment pour elle, parce que c'est vraiment, franchement, c'est vraiment pas cool à chaque fois. Voilà. N'hésitez pas à croiser les doigts pour Pompon. On arrive au mois d'octobre, et alors là, je pense que c'est le truc... Est-ce que c'est pire? Non, franchement, je pense que c'est pire que le fait qu'on m'ait crevé les pneus. Là, ça va. Honnêtement, moi, je trouve que cette année, enfin, jusqu'au mois d'octobre, on était sur un truc assez soft. C'est pas... Alors évidemment, hein, c'est des trucs de merde, tu vois, le chat qui saigne de la patte, qui en fout partout, qui est obligé de se faire opérer, ça te coûte un rein, enfin voilà. Il y a plein, il y a eu... Vous les avez entendus, là, il y a eu plein de petits trucs où t'es là, putain, c'est pas possible, quoi. Mais cet événement d'octobre, pour moi, c'est vraiment, c'est lunaire. Au mois d'octobre, ça fait 1 an que j'ai mon appareil dentaire et j'arrive donc au bout de mon traitement orthodontique. Je suis extrêmement impatiente, hein, autant vous le dire. Donc je me souviens, je rentre de vacances, je vais voir mon orthodontiste et je lui dis bon bah là, voilà, j'ai l'impression que c'est bon. En plus mes dents, elles bougent plus du tout. J'ai vraiment, puis honnêtement, j'ai l'impression que voilà, on aurait pu l'enlever 6 mois auparavant. Lui me dit que ça lui semble très bien et que donc on va pouvoir retirer ce putain d'appareil dentaire. Alors il faut savoir que bon, j'ai déjà dû, je pense que j'en ai parlé dans une vidéo FAQ. Si j'y pense, si vous avez envie juste de voir voilà, cette petite partie sur mon appareil dentaire, je vous mets ça dans le petit, dans la barre d'infos, mais éventuellement j'en reparlerai, mais vraiment cette année avec cet appareil dentaire, pour moi ça a été extrêmement pénible, je l'ai pas bien vécu, ça m'a sursoulée, j'étais vraiment dans un truc, les mois passés, les ajustements, machin, et je me disais, enfin en fait je me concentrais sur la ligne d'arrivée en me disant, après ça, meuf, tu seras peinard, a priori on l'espère, jusqu'à la fin de tes jours, tes dents seront nickel, voilà, si tout va bien, t'auras pas besoin de dentier, enfin vraiment je me raccrochais à des tas de petites choses comme ça, sachant donc que je vois mon orthodontiste, il me semble, début septembre pour un rendez-vous de contrôle et on décide de l'enlever et ensuite je dois attendre quasiment 1 mois je crois pour pouvoir retirer l'appareil dentaire parce que c'est hyper spécifique, en fait il faut absolument 2 rendez-vous l'un après l'autre, enfin un le matin et un l'après-midi, enfin bon bah voilà, enfin tout du moins c'est comme ça qu'il fonctionne dans le cabinet dans lequel je vais, donc il y a ce côté attente qui se rajoute. Et vraiment, je me souviens, je n'en peux plus de cet appareil, je suis extrêmement impatiente. Néanmoins, j'ai une appréhension qui est que je suis pas certaine que le résultat va me plaire. Je traverse vraiment, surtout dans cette période-là de 1 mois, où je sais qu'on va me retirer mon appareil dentaire, je traverse beaucoup de moments de doute, où en fait, quand je regarde mes dents, et surtout quand je les touche, je me dis, je suis pas certaine, en fait, que ce soit bien. Un truc que j'ai réalisé déjà depuis longtemps, qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, mes dents à l'avant ont quand même pas mal avancé par rapport à, alors, ce qui, dans l'absolu, est peut-être assez normal, voilà, je sais pas, mais vraiment, il y a un truc où je suis pas à l'aise, où j'y vais pas en mode, il va m'enlever mon appareil dentaire et ça va être nickel. Donc vraiment, je suis dans un truc un peu obsessionnel où je passe beaucoup de temps à regarder mes dents et parfois le soir, genre limite, ça me fait faire des insomnies, tu vois, le soir, je suis dans mon lit et tu sais, je touche mes dents comme ça avec mon doigt ou avec ma langue, je me dis, tiens, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu chelou, que ça c'est pas bien comme il faut, je sais pas quoi, tu vois. C'est un point où j'en fais des cauchemars, quoi, si vous voulez. Mais je suis quand même dans un truc finalement de confiance où je me dis bon bah si mon orthodontiste m'a dit que c'était ok, allons-y. Et puis surtout, alors c'est peut-être que moi, mais moi quand j'avais encore mes bagues, j'avais énormément de mal à me projeter
sur mes dents, vous savez, sans les bagues. Pour moi, comment dire, ça brouillait vraiment les pistes, ça brouillait vraiment la vision que j'avais de mes dents. Et donc, le jour du rendez-vous où on me retire mes bagues arrive, j'y vais, alors il m'enlève mes bagues, tout va très très vite, j'ai le temps de me voir genre 2 secondes dans un miroir parce que je vais me rincer la bouche en fait et il y a un miroir et je fais juste un sourire comme ça vite fait et je me souviens que je suis tellement contente en fait de plus avoir de bagues et ensuite il y a plein de trucs qui s'enchaînent, il me fait une empreinte dentaire, machin, après je sais plus quoi, il me ponce les dents, enfin il nettoie les traces de colle, tout ça quoi, et puis on se dit à demain pour faire la gouttière de contention. Donc je dis au revoir à demain, je quitte le cabinet, j'appelle l'ascenseur, la porte de l'ascenseur s'ouvre, je rentre dans l'ascenseur il y a un miroir, évidemment la première chose que je fais, je regarde mes dents dans le miroir, et là c'est littéralement la catastrophe. Enfin la catastrophe. Je vais vous insérer une image de ce à quoi ressemblaient mes dents juste après avoir enlevé mon appareil dentaire. Attention, 3, 2, 1. Voici l'image. Voici mes dents. Donc j'ai passé 1 an avec un putain d'appareil dentaire qui m'a cassé les couilles au dernier degré à tous les niveaux. C'était horrible. J'ai détesté pour ressortir avec des dents comme ça. Alors là, je vous laisse imaginer que, honnêtement, heureusement qu'hormonalement, je suis stable. Vous savez, moi, je prends la pilule en continu parce que sinon, je risque de me jeter dans un lac. Donc mes hormones sont assez stables et donc du coup au niveau de l'humeur, mais genre j'imagine cet événement il y a genre 1 an et demi, mais je pense que je m'effondre dans l'ascenseur et que vraiment ils sont obligés d'appeler les pompiers et c'est la fin du monde. Donc je rentre chez moi avec ces dents, donc mon mec est là immédiatement, je lui montre et sur le coup, voilà, je le connais un peu et je me dis putain il va me dire mais non franchement ça va c'est bien, et en fait il me dit direct ah ouais putain ça va pas du tout, et le fait qu'il me dise ça immédiatement ça me conforte. Parce que vous savez comment c'est l'amour, on se voit avec les yeux de l'amour, on est là, mais non, c'est beau, t'es magnifique, t'es beau, t'es merveilleux, tout ça. Et là, le fait, en fait, qu'ils me disent directement, ah ouais, putain, non, ça va pas du tout, ça me... Enfin, c'est pas de sa faute, mais je me dis, putain, en fait, c'est là... Qu'est-ce que c'est que cette merde? S'ensuit plusieurs heures, ou alors déjà, je ne parle que de ça pendant des heures, donc j'ai ma mère au téléphone, j'ai mon agente au téléphone, j'en parle à toutes mes amies, j'envoie des photos, tout le monde est genre effaré. Non mais vraiment, je vous remets la photo, je sors d'un an, non mais regarde, ça ne va pas du tout. Et donc il y a quelques heures qui passent, je suis évidemment dans tous mes états. Franchement, je suis mais dégoûtée de la vie. Une fois de plus, 1 an d'appareil dentaire, ça m'a quand même coûté 2400 €, je crois. Donc je suis là. S'il vous plaît. Et en fait aussi, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que il y a une partie de la confiance que j'avais en mon orthodontiste qui se brise, où je me dis mais à quel moment le mec m'enlève mon appareil, et enfin déjà à quel moment il l'a pas vu avant, parce qu'en fait c'est son métier, il est quand même censé, enfin je sais pas, tu vois. Bon, c'est un peu, j'ai envie de dire limite comme moi, je suis capable au toucher de savoir si c'est de la laine ou de l'acrylique, tu vois. Mais lui, ça devrait être pareil. Il est censé, en regardant tes dents, même avec les bagues, réaliser si le travail est bien fait ou pas, tu vois. Qui plus est, c'est l'orthodontiste qui s'est occupé de notre fille et sur elle, il a fait un travail superbe. Donc là, je me dis. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis vraiment dans le flou, dans l'incompréhension la plus totale. Il y a ce facteur confiance qui, d'un coup d'un seul, comme ça, en fait, se brise, où je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui m'a fait je vais pas dire des noms d'oiseaux, mais voilà, vous avez l'idée. Et je suis pas du genre, comme on dit, procédurière, enfin, vraiment, c'est pas du tout dans ma personnalité, mais directement, j'ai l'impression qu'il va falloir, limite, que je me batte, entre guillemets, pour que les choses soient réparées. Je sais pas pourquoi, en fait. Je pense que c'est vraiment cette histoire de confiance qui se délite à ce moment-là, et qui fait que dans ma tête, je me dis putain, il va falloir que j'aille le voir, et que justement, je sois un peu, comment on dit, vindicative, enfin que je sois un peu en mode non mais mon gars, là, je t'explique, tu vas m'arranger ça, puis c'est hors de question que je repaye. En fait, typiquement, tout ce que je déteste dans la vie, faire ce genre de truc, tu vois, arriver en mode, tu vois, pas content, quoi. Donc il y a quelques heures qui passent, et d'un coup, je réalise que
la gouttière de contention qu'ils sont en train de me fabriquer, faut pas qu'ils la fassent parce que le principe de la gouttière de contention, c'est tout simplement que tes dents ne bougent pas. C'est une gouttière que tu portes la nuit uniquement. Et je me dis, en fait, moi je ne veux pas que mes dents restent comme ça. Je ne suis pas d'accord. Donc tout d'un coup j'ai une espèce de lueur, de lueur de clairvoyance, je sais pas comment dire. Donc j'appelle la secrétaire et du coup en fait je lui explique la situation. Alors à ce moment-là, déjà je suis un peu rassurée parce que elle, voyant la situation, en fait elle va voir mon orthodontiste, elle va voir le médecin et elle revient en me disant que en fait lui a prévu une gouttière active et non pas une gouttière de contention. Une gouttière active, c'est tout simplement, voilà, si vous connaissez le principe d'Invisalign et de ces choses comme ça, c'est tout simplement une gouttière qui va faire continuer à faire bouger les dents. Donc déjà à ce moment-là, il y a une partie de moi qui s'apaise et qui est un petit peu rassurée parce que je me dis ok, le mec est pas complètement à côté de la plaque en mode il me laisse partir comme ça avec mes chicots, genre c'est l'anarchie et pour lui tout est ok, tu vois. Le lendemain au début d'après-midi, je vais revoir mon orthodontiste et là on discute, je lui explique et je suis vraiment rassurée parce que je vous dis, moi j'avais peur de devoir me battre et de devoir montrer que j'étais pas contente, mais en mode les choses se passent pas. Je sais pas comment expliquer cette peur que j'avais, mais il s'avère que vraiment mon orthodontiste me dit voilà, ne vous inquiétez pas, en fait dans tous les cas je ne vous lâche pas tant que vous n'êtes pas satisfaite du résultat. Il m'explique que sur le coup il l'a pas remarqué, mais que c'est en regardant l'empreinte dentaire qu'il a vu qu'il y avait un problème. Et on va peut-être pas forcément rentrer dans les détails, mais si vous voulez, j'ai donc depuis maintenant, depuis le mois d'octobre, je porte une gouttière. Là, j'en suis à ma 2e. Les choses vont déjà beaucoup mieux, mais honnêtement, là, je suis toujours pas satisfaite. Et je suis toujours en mode, voilà, ça reste un terrain où je me dis, mais quelle est cette sorcellerie? En fait, à quel moment tu portes un appareil pendant 12 mois d'affilée, le truc ne te quitte jamais, là, t'arrives plus à bouffer, c'est chiant, c'est moche, les élastiques, à force de boire du thé, de fumer des clopes et de boire du café, les trucs qui deviennent jaune fluo, c'est moche, vraiment, c'est infernal comme truc pour avoir un résultat. Je vous remets, je vous remets la photo, en sachant que depuis, voilà, ça va mieux, mais il y a encore un petit peu de boulot et je garde quand même, pour le moment, là, à l'heure où je vous parle, on est le 5 janvier, j'ai toujours l'angoisse de ne pas, de ne pas être contente du résultat final. Voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre. Honnêtement, quand je compare mes dents avant et vraiment, alors je vous mets juste ces 2 photos, d'une photo de mes dents avant et de comment elles étaient juste après avoir fait retirer mes bagues. Non mais genre c'est ridicule. Et je sais qu'il y a plein de gens, quand j'ai mis un appareil dentaire, qui n'ont pas compris et qui m'ont dit mais tes dents elles étaient hyper bien alignées. Je vous assure que mes dents n'étaient pas hyper bien alignées. Je vais pas commencer à aller chercher des photos, des machins, des trucs, parce que dans l'absolu on s'en fout, tu vois. Mais honnêtement, à l'heure actuelle, je préfère mes dents comme elles étaient avant d'avoir mis cet appareil dentaire que maintenant. Voilà. Nickel, top, on est ravis quoi. Au mois de novembre, un petit classique, je me charcute le pouce avec ma mandoline. Donc ça, je me demande si c'est pas une anecdote qui est là tous les ans. Suis-je en mesure, je sais pas, émotionnellement, intellectuellement, d'apprendre de mes erreurs, je ne sais pas. Vous savez ce qui se passe? Alors, je me suis déjà charcuté plusieurs fois le doigt, mais en mode vénère, en mode je traverse un ongle. Et du coup, j'avais acheté, vous savez, les gants spéciaux. Et à chaque fois, depuis la dernière fois où je m'étais vraiment blessée, un peu vénère, j'utilisais ce gant, sauf pour faire les lamelles de pommes pour mon fils. Quand je fais des lamelles de pommes pour mon fils, donc je prends une pomme, je l'épluche et ensuite je l'attrape comme ça par le trognon et je la passe dans la mandoline. Donc en fait, techniquement, mes doigts, comme je m'arrête avant le cœur de la pomme, mes doigts ne peuvent pas rentrer en contact avec la lame, donc je ne risque rien. Et après, je tourne, vous savez, d'un quart de tour, et puis je fais l'autre côté, puis et à la fin, il me reste vraiment ce trognon, et j'ai juste mes doigts, en fait, voilà, au niveau du centre du trognon. Sauf que ce jour-là, donc je commence à faire des lamelles de pommes pour mon fils, et je pense que tout simplement, je suis pas attentive, j'essaie de faire ça trop vite, et
Honnêtement, alors, je vois là, en plus avec la lumière qui arrive dessus, j'ai une cicatrice sur le pouce. Je me demande sincèrement s'il aurait pas fallu que j'aille faire mettre 1 ou 2 points de suture parce que je me tranche le pouce, mais un truc vraiment vénère. C'est-à-dire que le lendemain, ça saignait encore un peu, si tu veux. Donc bon, je suis pas médecin ou voilà, j'ai pas de notion à ce niveau-là, mais je pense que c'était une coupure quand même assez importante, hein, vraiment. Puis du coup, j'ai eu mal pendant 10 jours, c'était très compliqué. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets systématiquement le putain de gant, même pour faire les lamelles de pommes. Je vous en conjure. On croit toujours qu'on fait attention et que ça va aller, mais jusqu'au jour où ça ne va plus. Je veux dire, moi, j'aurais vraiment pu me couper là. Et encore, j'ai de la chance. Ma mandoline, ça fait plus de 20 ans que j'ai cette mandoline. C'est une mandoline Lidl. Donc, on n'est pas non plus sur un truc d'une qualité extrême. Je pense que la lame est bien émoussée. Mais en fait, si j'avais eu une mandoline, un truc un peu neuf, un peu bien aiguisé, etc., mais vraiment, je me coupais le bout du pouce. Mettez les gants. Je vais vous mettre le lien de gants pour protéger les doigts dans la barre d'infos. Voilà, je pose ça là, mais vraiment, j'insiste. Regardez, tous les ans, je viens et je vous dis, j'ai failli me couper un doigt avec ma mandoline. Bon, fin novembre, c'est pas très grave et en même temps, j'ai encore du mal à m'en remettre. Mais mon mec cuisine un truc. Je sais plus, il fait cuire un truc, vous savez, dans de l'eau bouillante, dans une casserole. Et en fait, au lieu de mettre sa passoire dans l'évier et de, je sais pas, dégoûter comme ça, directement dans la passoire et puis l'eau part dans l'évier et puis elle part par le trou d'évacuation, il met la passoire au-dessus d'un de mes saladiers favoris. Je vous mets une image. C'est un saladier vintage, je crois, des années 60 ou 70, qui était, alors, premièrement, magnifiquement superbe, vraiment une beauté absolue. C'était du verre très épais avec cette espèce d'effet écaille de tortue. Le truc, alors je l'avais acheté d'occasion, hein, forcément, vu que le truc date des années 60 ou 70. Je l'avais quand même payé un sacré bon petit billet. Et surtout, j'adorais ce saladier pour sa beauté, mais aussi pour sa praticité, parce qu'il était immense. Et genre, tu sais, en été, je sais pas, quand t'as 10 personnes pour faire un barbecue, voilà, je faisais des énormes salades de pâtes à l'intérieur. C'est le saladier dans lequel je faisais la pâte des gâteaux pour les anniversaires de mes enfants. C'est le saladier dans lequel je fais ma pâte à focaccia, tu vois. Enfin, vraiment, il était génial. Et donc, pour une raison qui m'échappe, mon mec, qui veut donc, on va dire, il est goûté des patates, tu vois, donc de l'eau bouillante, il pose la passoire dans ce saladier, et en fait, il verse l'eau dans le saladier, enfin, il l'égoutte, je sais pas comment expliquer, vous voyez le truc, en gros, l'eau bouillante, et je suis juste à côté, hein, je vois le truc, et en plus, je sais pas pourquoi, je me demande pourquoi il fait ça, je crois que je lui pose encore la question. Je sais plus ce qu'il me répond. Dans ma tête, je me dis, ça n'a aucun sens de faire ça. Mais je pense que c'est un moment où j'ai pas la foi de... Puis dans l'absolu, je me dis, bon, franchement, c'est pas grave, on s'en fout, tu vois. Et donc, il verse son eau bouillante, là, dans la passoire. L'eau, forcément, on commence à remplir le saladier. Et d'un coup, on entend « Petch !» Et là, je me tourne. Et littéralement, mon saladier est fendu en deux. Alors, ce n'est qu'un saladier, je sais. Mais je vous avoue qu'il m'a fallu quand même quelques jours pour avaler la pilule, où j'étais là, mais putain, un moment, est-ce que c'est pas possible juste d'égoutter les choses comme tout le monde et que l'eau elle aille directement dans l'évier? Pourquoi Et c'était même pas genre, il veut récupérer l'eau pour... je sais pas, je dis n'importe, mais genre pour arroser les plantes, ou je ne sais pas pourquoi il a fait ça, quoi. Et alors lui, du coup, purée, le pire dans tout ça, alors moi évidemment j'étais complètement dégoûtée, parce qu'une fois de plus c'était un truc, alors je vais pas dire que c'était rare, mais c'est pas comme si je pouvais aller chez Ikea en racheter un, tu vois, mais lui quand même, le pauvre, il était tellement mal. C'est le genre de truc, en fait, il s'en veut, mais même dans 10 ans, je pense, j'en reparle de l'histoire du saladier, et il le vivra toujours aussi mal. Certains diraient peut-être karma, machin, tout ça, je ne sais pas, mais alors évidemment, je suis très attachée à tout ce que j'ai, à toutes mes possessions matérielles, etc., mais il y en a quand même pas beaucoup où si elles se cassent, enfin si on les casse ou si on les abîme, vraiment, ça va être dramatique. Je pense que voilà, ça doit se compter sur les doigts de deux mains et encore. Donc là, évidemment, je lui ai tout de suite
te dis, voilà, c'est pas grave, c'est juste un saladier. C'est sûr que ça fait chier, mais c'est juste un saladier. Tout va bien. Et nous sommes à la fin de l'année où là, alors c'est pas... Si, c'est quand même... c'est quand même un truc assez précis dans le temps. Alors on revient un petit peu en arrière dans le temps. Au mois de juin, je vous racontais qu'il y avait donc ce rendez-vous que j'attendais impatiemment avec la médecin qui me suit, avec laquelle on essaie de de me remettre sur pied. Hein. Il faut savoir que moi, un des gros problèmes que j'ai, alors ça fait très très longtemps, j'en ai parlé quand même assez régulièrement. Moi, j'ai des gros problèmes digestifs depuis je sais pas, ça fait tellement longtemps. Honnêtement, je pense que ces 10 dernières années, la seule période où j'ai pas eu trop de problèmes digestifs, c'est quand je prenais les probiotiques de chez Dijon. Je vous en avais parlé à l'époque, je les ai pris pendant non-stop, hein, on continue tous les jours de ma vie, pendant quasiment 1 an, et c'est la seule période où ça se passait où ça se passait bien, où mon ventre était calme, où j'étais pas complètement ballonnée, voilà, et tout, et tous ces problèmes, sauf que évidemment, c'est pas une solution que de prendre des probiotiques à vie, tu vois. Ma médecin, je la vois régulièrement depuis ce premier rendez-vous là qui était au mois de juin. Elle est donc médecin généraliste et phytothérapeute, donc voilà, je lui explique tous mes problèmes, les symptômes, les machins, nanani, nanana, on va vraiment dans le détail. Elle commence par me faire prendre beaucoup de compléments alimentaires, parce qu'encore une fois, donc elle est phytothérapeute, donc moi je suis pas contre, mais il faut quand même savoir qu'au départ, moi je vais la voir parce que je voulais faire des analyses d'intolérance alimentaire. Ça, je pense que j'en ai jamais parlé, mais ça, c'est aussi un truc qui me prend un temps, mais phénoménal. Je pense que je mets 2 ans avant de commencer à faire les démarches, appeler le labo, essayer de me renseigner, machin, nanana, tu vois. Voilà, donc c'est tout. Il y a aussi tout un contexte qui est très compliqué, où ça fait longtemps que j'attends, où ça fait longtemps aussi que je cherche des réponses, en fait, à mes questions et à mes problèmes, quoi. Donc je vois cette médecin, première consultation, nanana, on parle, je lui explique tout, voilà, vraiment tout dans tous les détails, tous les problèmes que j'ai, etc. Je repars avec... c'est pas vraiment une ordonnance parce qu'on est plus sur des espèces sur des compléments alimentaires. Donc un truc, une liste longue comme le bras, c'est-à-dire pendant 2 mois, je gobe je sais pas combien de gélules par jour, des gouttes, des machins. Amélioration, 0. Ok, donc je retourne la voir, je lui explique, nanana, donc elle est très embêtée, mais elle me dit, bon, vous inquiétez pas, on va finir par trouver, quoi. Donc la rebelote, elle me dit, bon, je pense à ci, je pense à ça, ok, donc là, pendant 2 mois, vous prenez ci, vous prenez ça. Elle me donne, ça je le prends au mois d'août, elle me donne un traitement antiparasitaire en me disant, peut-être que ça vient de là. Donc elle me dit, vous prenez le traitement antiparasitaire, et ensuite vous enchaînez avec des probiotiques pendant, je sais plus, c'était 1 mois ou 2, voilà, je me souviens plus très bien. Et elle me dit, et normalement, franchement, là, je suis quasiment certaine que la prochaine fois qu'on se voit, vous allez mieux et vos problèmes digestifs sont réglés, quoi. Donc moi, voilà, je suis hyper enthousiaste, je me dis youpi. Donc je vais chercher mon petit traitement antiparasitaire, je le prends, puis ensuite j'enchaîne avec les probiotiques. Alors cette fois-ci, je repars pas sur Dijon parce qu'elle, elle travaille avec un laboratoire en particulier, donc j'achète les probiotiques qui me coûtent, je sais plus, enfin genre la boîte, le prix est complètement délirant, tu vois, mais je me dis, soit. Je commence les probiotiques, et là, mais la catastrophe, c'est-à-dire que vraiment, avant c'était déjà compliqué, c'était déjà la merde, hein, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, mais là, il y a rien qui va. J'ai l'impression que ces probiotiques, je ne les tolère pas du tout. C'est-à-dire que pendant des jours, des jours de suite comme ça, j'ai mal au ventre, je suis ultra ballonnée, j'ai la nausée, vous savez, je me sens, vous savez quand on dit je suis barbouillée, voilà, donc je suis barbouillée, mais genre toute la journée, qu'importe ce que je mange, enfin je suis complètement en PLS, au point où il y a un moment où j'arrête quasiment de manger, parce que je me dis en fait je n'en peux plus de me sentir comme ça. Alors évidemment je mange quand même, mais en fait je réalise que je repousse aussi loin que possible la première prise alimentaire, parce que je sais qu'à partir du moment où je vais ingérer quelque chose, ça ne va plus aller. Donc vraiment, la cata absolue. Je retourne voir ma médecin, donc là je lui explique, je lui dis, en fait, ça ne va absolument pas mieux, et voilà, potentiellement j'ai l'impression quand même que c'est pire qu'avant, tu vois, et là elle me dit, bon, cette fois-ci, on va faire ces analyses d'intolérance alimentaire. En fait, elle voulait pas que je les fasse dès le départ, parce que
enfin, c'est des analyses qui sont quand même très onéreuses. Et elle pensait que potentiellement, ce serait plus intéressant de, vous savez, de faire un peu comme un truc d'entonnoir, voilà, de tester des trucs, de voir s'il y a des améliorations, oui ou non, avant de plonger directement dans les analyses qui coûtent les yeux de la tête. Et donc là, elle me dit, bon, là, vous allez faire les analyses d'intolérance alimentaire, parce que bon, on est un peu dans une impasse, quoi. Donc un matin, 2 heures de route, aller-retour, pour aller dans le labo. Alors j'ai de la chance parce que le labo est pas très loin de chez moi, tu vois. C'est un labo, c'est vraiment un laboratoire spécial, c'est pas des analyses que tu peux faire dans n'importe quel laboratoire d'analyse. Donc j'y vais, ils font la prise de sang, ensuite il y a quelques semaines qui passent, je reçois enfin les analyses, les résultats, sachant que une fois de plus, faut se remettre dans le contexte. À ce moment-là, moi, d'un point de vue digestif, c'est l'enfer. Alors c'est super compliqué depuis très 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 longtemps, depuis des années, et c'est l'enfer depuis plusieurs mois. Donc forcément, en plus, les problèmes digestifs, moi je suis du coup dans un état, je suis épuisée parce que le fait d'avoir des problèmes digestifs, ça te pompe l'intégralité de ton énergie. Vraiment, c'est horrible. Les résultats arrivent, j'ouvre le mail, et là, il n'y a rien. Donc je vous mets, voilà, je peux même vous mettre, je vais vous mettre une image. Ça, c'est les résultats de mes analyses. Donc dans les choses que mon corps a priori ne tolère pas du tout, nous avons les noix de cajou. Bon, écoutez, voilà. Et alors à ce moment, en fait, alors il y a une partie de moi, je pense. Je le réalise pas tout de suite, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui est soulagée, parce que je me dis, ok, je vais pas être obligée d'arrêter, je vais pas me retrouver en mode, je peux plus rien bouffer, voilà, c'est l'enfer, c'était un peu mon angoisse quand même. Et à la fois, quand même, ce qui prend le dessus, c'est le désespoir de me dire, il y a rien qui ressort, je n'ai aucune piste, a priori, il y a aucun aliment auquel mon corps est intolérant, comment je vais faire, pourquoi je suis dans cet état depuis si longtemps. Je pensais avoir des réponses et honnêtement les réponses je les aurais acceptées, voilà, qu'importe ce que ça aurait été. On m'aurait dit tu es intolérante au café, alors ça aurait été un travail de deuil qui aurait été long et douloureux, mais j'aurais fait avec, j'aurais bu du thé, j'aurais trouvé, voilà, peu importe quoi. Mais là vraiment j'ai genre zéro piste et je fais un truc. Il y a peut-être des gens qui vont hurler, qui vont, voilà, accueillez ça comme vous voulez, mais toujours est-il que à ce moment-là, c'est ce que je fais. En fait, je vais sur ChatGPT et je lui parle de ses analyses. Je lui dis, voilà, j'ai fait tel type d'analyse, il y a rien qui ressort, nanana. Déjà, dans un premier temps, il m'explique quelque chose que moi, je ne savais pas, qui est que c'est pas alors c'est pas nul de faire ce genre d'analyse, mais c'est a priori notamment dans le monde médical, il semblerait que ce soit peut-être un petit peu décrié parce que c'est pas si vous voulez, ça ne repère pas forcément de réelles intolérances. C'est pas comme par exemple si tu vas chez un allergologue où il va vraiment pouvoir te dire tu es allergique à ci, à ça, voilà, qu'importe, les pollens, le kiwi ou je sais pas quoi. Si je dis pas de bêtises, quand on fait ce travail avec un allergologue, c'est une recherche d'IgE et ces analyses, c'est une recherche d'IgG. Donc c'est une histoire avec une histoire d'anticorps, de je sais pas quoi. Enfin bon bref, on s'en fout et c'est vrai que les résultats peuvent être faussés. Par exemple, si juste avant de faire la prise de sang, t'as consommé beaucoup d'ail ou beaucoup d'un aliment en particulier, cet aliment peut ressortir comme étant une intolérance, alors que pas forcément. Alors, ce qui est quand même intéressant dans mon cas et dans le cas de mes résultats, c'est que pour le coup, au moment où je fais cette prise de sang, j'ai pas mangé de noix de cajou depuis, je vais pas dire la nuit de temps, mais ça fait vraiment des semaines et des semaines et des semaines. Donc je pense que vraiment, là pour le coup, les noix de cajou, je sais pas, pour moi dans mon esprit, c'est en fait c'est du poison pour mon corps. Donc soit, je ne mangerai plus de noix de cajou, enfin j'imagine, en vrai je ne sais pas. Mais donc j'en reviens à ChatGPT qui m'explique tout ça, donc je me dis putain, mais en fait tout ça pour ça, tu vois, à quoi enfin merde quoi à un moment. Et vous savez, bon, tout le monde n'a peut-être pas forcément déjà utilisé ChatGPT, mais à la fin il essaie toujours de te garder un petit peu avec lui, donc il est là, oui, si tu veux me parler de tes symptômes, de machin, peut-être que je peux essayer d'analyser je sais pas quoi. Et c'est un truc, en dépit du fait que j'ai des problèmes de santé, voilà, avec des symptômes qui sont quand même très spécifiques,
depuis des années et des années, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Moi, en fait, je ne mets pas mes symptômes je veux dire, dans un truc d'intelligence artificielle. Mon réflexe, c'est vraiment d'aller chez le médecin et d'en parler avec mon médecin. Moi, je suis pas contre l'intelligence artificielle. J'essaie juste de pas, j'essaie de rester dans un truc un peu mesuré, quoi. Vous voyez. Mais là, en fait, à ce moment-là, je suis dans un tel état de désespoir et d'incompréhension et dans un flou absolu que je me dis, bah, tu sais quoi, en fait, vas-y. Et donc, je lui explique. Voilà, je lui dis, nanani, nanana, je lui donne des exemples, genre tel jour, je mange ci, ça, voilà ce qui se passe 5 minutes après, j'ai le bite comme ça, et puis voilà, je vous parle souvent des ballonnements, je vous passe tous les détails et tous les à côté que vous pouvez éventuellement imaginer. Et donc, je lui dis tout ça, et là, il me parle de plusieurs choses, et notamment de la colopathie fonctionnelle, autrement appelée le syndrome de l'intestin irritable. Et en lisant les symptômes, je me dis, mais en fait, c'est exact, je coche toutes les cases. Alors avec certains symptômes où c'est plus ou moins intense, parce que la colopathie, t'as vraiment des cas où c'est genre vraiment tu peux plus avoir de vie sociale, c'est un truc qui peut être vraiment très 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 violent. Et à ce moment-là, je réalise qu'il y a, je pense, 99% de chances que j'ai depuis des années le syndrome de l'intestin irritable, et que tous mes problèmes, ou tout du moins une grande partie de mes problèmes, notamment mes problèmes digestifs et mes problèmes de fatigue qui sont, je veux dire, voilà, moi je suis dans un état de fatigue chronique, quoi, si vous voulez, en fait, viennent de là et viennent de mon alimentation, et que, en fait, malheureusement, c'est pas un truc, vous voyez, ces analyses-là de merde, c'est pas un truc que tu peux détecter. Voilà, c'est le problème avec ce genre de truc, c'est que si par exemple j'étais allée voir un gastro-entérologue, mes examens cliniques auraient été nickel, c'est-à-dire je serais ressortie de là, il m'aurait dit d'un point de vue clinique, santé, je sais pas, j'ai pas les termes, hein, parce qu'une fois de plus je ne suis pas médecin, mais en fait tout va bien. Voilà, le problème avec la colopathie, c'est que techniquement ce n'est pas une maladie, et alors si vous savez pas ce que c'est le syndrome de l'intestin irritable, donc aussi appelé colopathie fonctionnelle, c'est en fait une espèce d'incapacité de l'organisme à gérer ce qu'on appelle les FODMAP. Les FODMAP, ce sont les sucres que l'on trouve dans quasiment tous les aliments, et qui sont en fait des sucres avec un fort pouvoir fermenticible. C'est des sucres qui fermentent très très fort, et en fait quand tu as une colopathie et que tu manges certains aliments avec des FODMAP, en gros, ça fermente immédiatement je veux dire, dès que ça arrive, je crois que ça se passe au niveau de l'intestin grêle. Alors j'espère que je raconte pas trop de bêtises, c'est juste pour vous donner voilà, une idée un peu du truc, quoi. Et s'ensuit une production de gaz complètement lunaire. Et bref, pour conclure vite fait là-dessus, à l'heure où je vous parle, j'ai rendez-vous demain. Je commence un protocole avec une diététicienne qui est spécialisée en colopathie fonctionnelle. Donc je m'apprête à avoir plusieurs mois où l'alimentation, ça va être un peu... je sais pas trop à quoi m'attendre, je pense que ça va être compliqué, et puis en même temps, je suis impatiente, mais voilà, pour conclure, pour la faire brève, éventuellement on en reparlera dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais pour la faire brève, je termine donc mon année 2025 en découvrant qu'il y a littéralement des aliments qui m'empoisonnent. Par exemple, je vous disais un petit peu plus en avant qu'il y a eu une époque où j'étais tellement mal que je repoussais le plus possible la prise d'aliments. Et en fait, la plupart du temps, quand vers 14h, je commençais à crever la dalle, parce que j'avais rien mangé depuis la veille au soir, je mangeais une pomme. Alors les pommes, niveau FODMAP, en fait, c'est l'enfer. Voilà, et donc je mangeais une pomme, et après j'avais mal au ventre, et j'étais pas bien, et je me disais, mais comment c'est possible? J'ai juste mangé une putain de pomme, quoi. Les pommes, quand tu as une colopathie, c'est du poison, ok? Il ne faut pas manger de pommes. Enfin, ça dépend des cas, voilà. C'est un peu compliqué, mais en gros, dans mon cas, je pensais bien faire en mangeant un truc, c'est hyper bateau, une pomme. Putain, mais une pomme, c'est l'incarnation de l'innocence alimentaire, tu vois? Eh ben non, voilà. Et c'est donc sur ceci que s'est achevée mon année, hein. Donc niveau alimentation, là, en fait, c'est la cata. Ça a vraiment ces 6 derniers mois, ma santé digestive, intestinale, ça s'est vraiment complètement dégradé.
C'est très compliqué. Je sais pas, ça m'arrive pas souvent dans la vie d'avoir ce genre de sentiment, mais j'envie tellement les gens qui n'ont pas de problème digestif. Franchement, si vous êtes comme ça et que vous pouvez bouffer tout et n'importe quoi, genre mon mec peut bouffer tout et n'importe quoi. Ça fait quasiment 20 ans qu'on est ensemble. Je crois que je l'ai entendu 2 fois dire qu'il avait mal au ventre. Il y a une des 2 fois, il devait avoir la gastro, tu vois, donc... Et moi, je suis là, putain, mais la chance, en fait, la chance, on se rend pas compte, quoi. Bref, ça aussi, affaire à suivre, mais là, pour le coup, vraiment un bon truc de merde, quoi. Et on est, vous l'avez compris, à la fin de cette vidéo. J'espère que vous vous serez marrés. Franchement, alors il y a des trucs, voilà, c'est pas très drôle. Et en même temps, c'est comme toujours, hein, c'est toujours pareil, mieux vaut en rire qu'en pleurer, j'ai envie de dire. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Je parle plus du truc du boost parce que je sais pas... personne ne le voit. J'ai l'impression que ça n'existe pas, ce truc. C'est très bizarre. Donc, n'en parlons pas. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, mais aussi sur mon deuxième compte Instagram entièrement dédié au tricot. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite encore une très belle année. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.